Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la communication non violente. En tout cas, j'espère que vous êtes curieux d'en savoir plus. Alors, pour nous en parler, on vous a déjà un peu présenté, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails pour les personnes qui sont avec nous. Donc, Geneviève Carayon, que vous connaissez, 25 ans d'expérience en entreprise, dans des postes de direction, en stratégie, marketing, recherche et développement, innovation, mais aussi organisation, qualité, en France et à l'international. Geneviève est également maître de conférences en école de commerce et d'ingénierie. Elle est formée à la communication non violente depuis 2012. Tu accompagnes aujourd'hui donc des entreprises en stratégie, marketing, en déploiement de projets, avec si besoin la mise en œuvre de nouveaux modes de gouvernance au sein de la société de conseil Déclic. Godfrey Spencer, qui est formateur certifié. Alors je vais employer le terme de CNV pour pas dire toujours communication non violente. Donc CNV depuis 2001. Il a été également administrateur au Conseil international du Centre de la communication non violente pendant 3 ans. Godfrey intervient régulièrement en entreprise en tant que coach, médiateur et enseignant. Alors c'est difficile de résumer sa carrière. En tout cas, Godfrey est un expert de la communication, ça résume bien son parcours et qu'il a mené d'ailleurs ce parcours jusqu'à l'OTAN. Il intervient aujourd'hui régulièrement à la Banque Centrale Européenne pour des team building au sein de l'entreprise également Ceratizit qui est au Luxembourg, l'Agence spatiale européenne et à la Commission européenne. Et puis on termine donc avec Stéphane Amand, qui est père de 2 enfants à qui il transmet les valeurs de la communication non violente, c'est très important pour lui. Il est chef d'entreprise, il dirige actuellement ICAP, une structure qu'il a fondée et qui développe et commercialise des logiciels techniques pour le monde de l'enfance et de la petite enfance. Vous pouvez également discuter avec lui si vous voulez après. Vous vous définissez donc comme un manager développeur. Son engagement associatif tient une part importante dans son parcours. Il est membre et ancien président du CJD, le Centre des jeunes dirigeants que vous connaissez peut-être, membre de Pyrénées Entreprises et cofondateur de l'antenne Relais de Toulouse, de l'association Toi à moi qui va démarrer en septembre et qui aide les sans-abri à se réinsérer. Il pratique la communication non violente depuis 2003 au sein de son entreprise et tous ses salariés ont été formés à la communication non violente. Alors, avant d'entamer le débat, nous avions envie de vous présenter une vidéo pour vous donner un aperçu de l'engouement que suscite la communication non violente. Vous allez entendre Geneviève Roger. Elle est journaliste et réalisatrice et elle a souhaité faire un documentaire sur la communication non violente à travers le monde et sur son fondateur, Marshall Rosenberg. Je vous propose de regarder cette courte intervention. Pour moi, la CNV, c'est vraiment quelque chose de très, très fort, très important. Et je crois que ce qui est le plus important dans la CNV, c'est la prise de conscience ou les prises de conscience successives que ça implique. La plus importante des prises de conscience, je pense, c'est quand on réalise que la façon dont on communique depuis toujours, elle nous dessert, elle nous fait du mal en fait, et que ça nous conduit à l'incompréhension, à la vexation, à la susceptibilité, mais ça peut aussi conduire à des choses plus graves comme le conflit, les guerres, la haine, et même des haines qui se transmettent de génération en génération. Donc quand on réalise ce qui est à l'œuvre dans ce fonctionnement-là, je crois que là c'est vraiment un sacré choc, et l'idée de la CNV, c'est de trouver un moyen de communiquer qui soit beaucoup plus lucide et conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi et à l'intérieur de l'autre quand on communique. Et je crois qu'avec la CNV, il y a vraiment quelque chose qui se détend à l'intérieur. C'est comme si on avait accès à ce qui est vulnérable, fragile à l'intérieur de nous, et qu'en même temps, on accédait à la même chose chez l'autre avec qui on communique. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'assez formidable, de changer ce paradigme-là, parce que ça permet une connexion à l'autre qui est au-delà des apparences, j'allais dire, une connexion qui est derrière les apparences. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me paraît fondamental dans la CNV. Je crois que la CNV, c'est comme si on devait passer d'une méthode qui nous fait du mal, mais qu'on connaît par cœur, à une façon d'être et de communiquer qui nous fait du bien, mais qu'on ne connaît pas et qu'il faut apprendre. Et c'est l'inconnu, donc ça demande une démarche, ça demande du temps, ça demande une implication,
Mais ça vaut tellement la peine que je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que journaliste, réalisatrice, vraiment j'ai envie d'être un passeur de ça, un passeur entre le monde de la CNV, que je connais bien, et le monde tout court, parce que c'est mon métier d'informer. Et je pense que la CNV permet vecteur de changement social et qu'on a tous à y gagner. Voilà, donc Geneviève Roger qui actuellement, vous l'avez vu peut-être, essaie de réunir des fonds pour faire son film. Donc en quelques mots, Geneviève va vous présenter la communication non violente, en tout cas les bases, voilà, rapidement pour que vous en ayez une idée. Enregistré, Service Mark, et juste quelques mots pour poser le cadre, et puis ensuite le vivre ensemble. Marshall Rosenberg, bon, c'était l'idée que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble, né en 1934, mort en 2015. En 2015. Donc effectivement, il y a juste un an. Et pour le présenter rapidement, j'ai envie de lire en même temps que vous finalement. C'est un psychologue, clinicien, donc c'est pas l'univers des entreprises, américain, chercheur dans l'équipe de Carl Rogers. Donc ceux qui peut-être s'intéressent un tout petit peu à la psychologie connaissent Carl Rogers, qui a fait, je dirais, beaucoup d'élèves, et qui a approché, en fait, qui a développé l'approche centrée sur la personne et pas de la technique. On parle de la personne, et qui a vraiment travaillé sur l'empathie. Ce concept de CNV est finalement, j'ai envie de dire, super vieux. Et il y a un grand boom peut-être en France, mais c'est les années 60. Super vieux, Geneviève. Pardon. Et communication non violente, c'est un terme, il n'y a pas de faute d'orthographe. Il faut être clair, il ne manque pas un tiret, il ne manque pas un blanc, parce qu'effectivement c'est une sorte de trademark. Et ça vient directement en fait d'un terme qui s'appelle Ahimsa. Ahimsa, c'est une notion qui est issue en fait de la pensée traditionnelle indienne. Et l'idée, c'est ne pas causer de dommages à quelqu'un, ne pas le heurter, ne pas le blesser. Autrement dit, la non-violence, je l'ai écrit, je dirais, correctement d'un point de vue grammatical, ou la bienveillance, mais l'idée, c'était de ne pas rentrer à nouveau dans la dualité, la non-violence ou la bienveillance, donc le bien et le mal. Je dirais d'où un peu cette envie de l'écrire autrement. Hop. Bon. Oui, ça y est. Ah, c'est marrant, il est en travers. Donc Marshall Rosenberg vous propose cette définition-là. C'est pas qu'une histoire de communication en fait, il faut être clair. Le terme c'est communication, mais c'est bien autre chose. Il y a un langage, mais c'est aussi une façon de penser. Ça va être une façon de se comporter, c'est une façon de lire les choses différemment. Et dans les objectifs, ça va être de se libérer des conditionnements culturels ou de tout conditionnement, et en fait pour pouvoir regarder comment ce qui est en concordance avec soi-même. D'acquérir ce pouvoir de se mettre en lien avec soi-même et autrui, et finalement, bien sûr, d'acquérir le pouvoir, donc de créer des structures qui vont soutenir cette manière de donner. Il y a une notion, effectivement, de donner. Concrètement, c'est aussi une organisation, bien sûr, le Centre pour la communication non violente, qui est basé aux US, et avec des antennes par pays, donc j'en ai cité quelques-uns. La France, Royaume-Uni, Allemagne, donc on voit, il y a aussi bien sûr la Hollande, la Belgique, la Suisse, qui ne sont pas cités, États-Unis, des grands pays d'Asie, Inde, Corée, Japon, Australie, et puis beaucoup aussi de pays, je dirais, en Afrique. C'est intéressant. Donc certains sont cités effectivement là. Un logo, une protection juridique, un processus de certification pour les formateurs. Maintenant, on va l'utiliser où? Les grands champs d'application. Les familles. Elle est belle celle-là. Hein. J'adore les photos sur Google. Il n'y a que des familles heureuses, merveilleuses. Et puis aussi, il y a des couples. Ils sont beaux. Mais des fois, après, c'est un peu plus compliqué. Il faut gérer ça dans le temps. Les écoles, chez nous et ailleurs. Tout le milieu de la santé. Effectivement, avec toutes les contraintes, les pressions que les services ont à assumer, à la fois sont des gens très engagés, très contributifs, et en même temps, je dirais, il faut assumer ça.
le milieu carcéral, les zones en état de guerre. Et puis, et l'entreprise. Et l'entreprise, là aussi je l'adore, cette photo, elle est super belle, tout va bien. Ils sont beaux, jeunes, efficaces, centrés sur le même objectif. Hein. Elle est belle cette photo. Et puis après, il y a d'autres moments. J'aime bien celui au fond, je crois qu'il est vraiment authentique celui-là. Et puis, si vous voulez, j'aurais pu le décliner dans plein de milieux, hein, parce qu'on n'est pas tous dans le milieu des banques. Il y a des milieux qui sont un peu plus rudes, j'aurais pu trouver plein de visuels pour montrer comment ça craque aussi chez eux. Donc, l'entreprise, et là, je ne vais pas les citer, c'est quelques noms. Et en fait, ce qui est super merveilleux, c'est quand vous parlez avec un formateur, il a tout son carnet d'adresses, mais il n'y a pas forcément beaucoup de médiatisation. Là, c'est des noms qui sont sur Internet ou que Godfrey a bien voulu partager. Et puis dans d'autres secteurs, et en fait, beaucoup d'autres. Même si le terme peut-être de communication non violente dans l'entreprise, comment on a de la violence dans notre entreprise? Certains l'assument, d'autres un peu moins. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'explorer ce domaine-là. Est-ce que c'est une mode? Il y en a plein. Un cheminement personnel ou professionnel. Un comportement et seulement ça. Un art de vivre. Une secte. En France, on adore imaginer que tout le monde est dans une secte. Ou juste un outil de plus. Vous voyez, une technique, et hop, je vais mettre ça dans ma besace et puis je serai branchée aussi. Donc voilà un petit peu l'idée. Ben voilà. Maintenant, on est là. Tout à fait. On va essayer de répondre à toutes ces questions, mais tout d'abord peut-être, Godfrey, vous nous expliquez comment se pratique la communication non violente? Je pense que la communication non violente, c'est un petit peu comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Et contrairement à l'instrument de musique, je suis à l'intérieur de moi tout le temps. Donc je peux petit à petit apprendre à savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi et de là deviner de plus en plus avec de la précision ce qui se passe chez les autres. Ça se pratique comme ça. Et je pense que le plus important, c'est de commencer avec soi, tout en reconnaissant que ma relation à l'autre peut enrichir ma relation à moi et faire en sorte que je devienne plus conscient de ce qui me motive profondément. Godfrey, c'est sérieux ça? C'est complètement décalé. On en a discuté, on en a franchement discuté. Ce sont des dirigeants. Il est temps de te mettre à ta place. Et moi, à ma place. Godfrey, je le répète, absolument décalé. Ici, ce sont des dirigeants et des managers. Mais elle m'a toujours dit ça. Elle a dit que j'étais une nullité. Je savais que je ne pourrais jamais gérer qui que ce soit. Même pas une collègue. Donc je prends ici une autre place. Là, vous avez bien vu ce que ça donne. Ici, vous avez vu ce que ça donne pour moi. C'est pas très encourageant. Et il y a quand même de l'espoir là-bas. Aucun espoir. Godfrey, c'est totalement décalé. Je répète, ils attendent des choses concrètes ici. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu? Être à l'intérieur de soi, jouer de la musique. Décalé. Nul. Quand elle me dit ça, elle me dit que je suis nul, décalé. Je me sens assez abattu. Et je reconnais que mon besoin de confiance en moi est atteint à ce moment-là. Godfrey, j'entends vraiment à l'intérieur de soi, toujours, hein. Décalé du concret. Moi, j'ai entendu la question de la pratique. Ils attendent ça ici. Nul. Nul. Quand tu me dis que je suis nul... Vraiment nul. Est-ce que... Très nul. Et j'ai envie de dire autre chose. Est-ce que nul. Tu te sens irrité parce que tu as vraiment un besoin de sens qui n'est pas comblé là pour le moment? Au minimum, hein. Alors, vous venez voir l'exercice des 4 chaises, qui est assez courant en CNV. Maintenant, Godfrey va vous expliquer un peu plus de quoi il retourne et à quel moment, vous l'avez d'ailleurs noté vous-même, on a trouvé la CNV ou d'autres formes de communication que vous connaissez tous au quotidien.
que ce soit la culpabilité, la colère ou le reste, vous allez voir. Donc vous avez remarqué que quand j'ai sauté pour tuer Geneviève, c'est une réaction avant d'avoir réfléchi. Et cette réaction avant de réfléchir comprend des pensées, des idées, des interprétations, et j'avais déjà envisagé toutes sortes de choses pour la punir, pour faire en sorte qu'elle ne sévisse plus dans des réunions comme ici. Et curieusement, nous punissons par la critique et nous punissons aussi par les éloges et les récompenses. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Puni par la récompense ». Je vous recommande la lecture de ce livre par un Américain, Alfie Kohn, qui vient jusqu'en Tchéquie pour parler de l'importance de ne pas partir vers les éloges et les récompenses. Les entreprises s'y connaissent en récompense à la fin de l'année, vers le 15 décembre. Quand moi j'étais à IBM, c'était ça, une récompense. Participation à la productivité. Et comment je me sens le 15 janvier? Sous pression. Et si vous dites à votre enfant qui revient avec 18 sur 20, 20 sur 20, et vous dites « Ah, toi, tu es l'enfant le plus intelligent du monde », eh bien, il monte sur son piédestal. Et comment fait-il vivre sur un piédestal? La vie devient très précaire. Donc, nous sommes dans un monde de domination, de pouvoir sûr. Et c'est un endroit où nous avons appris à vivre, soit en exerçant le pouvoir, soit en subissant le pouvoir. Depuis 10 000 ans, depuis 30 000 ans, les anthropologues ne sont pas d'accord sur la période, mais c'est une période longue. Nous naissons dans ce conditionnement-là, c'est certain. Quand je suis passé à côté là, oh ça c'est bien, ça va très vite. Oups. Vous avez vu que j'étais dans tous mes états et que ça allait bon train. J'ai vécu effectivement de la colère contre moi, de la colère contre mes parents, de la tristesse, et fondamentalement j'étais impuissant. Et nous vivons la même chose quand nous sommes fiers, ou quand nous sommes dans une dépendance par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et là, nous sommes dans la soumission, la fuite et le pouvoir sous. Et ce qui est intéressant dans le pouvoir sous, c'est que le pouvoir sous peut être utilisé comme levier pour exercer le pouvoir sur. Alors, quand je suis passé à la troisième position, là, nous sommes déjà dans la réponse consciente. Ce n'est plus une réaction avant d'avoir respiré. J'ai respiré, j'ai réfléchi et je sais ce que je vais faire. Et là, à la troisième position, j'ai de nouveau des pensées, des idées, des interprétations. Et je suis à l'intérieur de moi et je vois ce qui se passe à la fois dans mon corps et dans mon cœur. Donc, quelle est ma sensation corporelle et quel est mon état émotionnel qui est créé par ce qui me motive profondément et qui, dans ce cas-ci, est bafoué. Et on appelle ça un besoin dans notre langage, le jargon de la CNV. Et ce qu'on constate, c'est que si on peut se sonder comme ça et voir ce qui se passe dans son corps, ce qui se passe dans son état émotionnel, parce qu'il y a une motivation profonde, une aspiration qui est comblée ou non comblée, on chemine vers un monde de plus de synergie et de plus de collaboration. À la quatrième position, je me suis tourné vers Geneviève et j'ai fait une observation. Quand tu dis, et je pense qu'elle a reconnu les choses qu'elle a dites. Donc, elle est déjà dans une situation qui commence la fondation de l'empathie, c'est de se reconnaître dans l'observable. Ensuite, j'ai deviné comment elle se sent. Mais je devine, je ne sais pas comment elle se sent et je ne veux pas avoir raison, je veux simplement lui montrer que la compassion, c'est quelque chose qui est important pour moi.
Et c'est deviner le sentiment avec le mot parce que, point d'interrogation, est-ce que tel besoin n'est pas comblé chez toi? Son besoin de sens dans ce cas-ci. Et quand on arrive à une demande, quand on arrive à poser une action, là, il y a quelque chose qui se passe sur le plan de la créativité. Quand on est très très conscient que l'on fait quelque chose de très important pour soi, là, on commence à imaginer pas une seule stratégie à laquelle on s'attache, mais on s'ouvre à beaucoup de stratégies pour nourrir le même besoin. Alors, on vient de vous résumer donc la communication non violente, en tout cas les grandes lignes. Est-ce que par hasard, vous avez déjà des questions avant qu'on continue? Sinon, on va passer à la communication non violente en entreprise. Des questions? Attendez, je viens vers... Juste une précision, là, pouvoir sur et pouvoir sous, j'ai pas bien saisi le pouvoir sur, c'est la voix de l'autorité qui dit à l'autre ce qu'il a à faire et qui ne consulte pas l'autre, mais qui donne des ordres. Parce que la personne qui parle a un objectif et c'est le début de la violence. Si j'ai un objectif, je suis déjà dans le monde de la violence. Et donc, est-ce que je peux me rendre compte qu'il y a quelque chose de plus important qu'atteindre mon objectif? Il y a ce que je sers profondément en moi. Et donc, le pouvoir sur ferme les gens, enferme celui qui exerce le pouvoir et enferme celui qui subit le pouvoir. Il subit le pouvoir par son choix. Et je pense que s'il y a des psychologues dans la salle, ils reconnaissent que c'est le masochiste qui mène le jeu et pas le sadique. Donc, c'est important de se dire que si j'exerce le pouvoir sur, je suis en train de perdre la connexion avec la personne et que probablement il y aura des paiements à faire en aval parce que la personne, à un moment donné, se réveille et se dit « Moi, je suis l'esclave de personne ». Et c'est pour ça que la synergie et la collaboration sont tellement importantes. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Merci. D'autres questions? Alors, on a compris donc, que c'était une méthode, la communication non violente. Il y en a beaucoup en entreprise pour que cela se passe bien entre les managers et les salariés, l'assertivité, la médiation. Est-ce que la CNV, finalement, c'est un outil de plus pour les entrepreneurs? Pour ma part, c'est plus qu'un outil. Si vous prenez un outil comme un marteau, vous pouvez l'utiliser à sa fin, qui est pour enfoncer des clous, et vous pouvez aussi l'utiliser pour enfoncer des têtes. Donc la communication non violente, si c'est un outil, vous risquez de l'utiliser sans aller au fond de vous-même et de voir comment vous pouvez l'utiliser d'une façon qui va vous rendre content d'être en vie demain. Si vous l'utilisez pour manipuler, il est certain que vous n'allez pas être content d'être en vie demain. Stéphane, si vous avez gagné quelque chose de très important, que sans doute vous allez payer comme on paye les rois de France, les tsars de Russie. Vous pouvez faire comme ça. Et à long terme, je pense que nous avons vu que l'exercice d'un processus mécaniquement ne nous conduit pas vers le monde où nous souhaitons vraiment vivre. Stéphane, peut-être vous qui l'utilisez dans votre entreprise? C'était quoi la question déjà? Est-ce que c'est un outil de plus au service des salariés et du manager pour améliorer les relations? Est-ce que c'est un outil de plus? C'est vachement compliqué de parler après votre phrase quand même. Des faits. C'est pas un outil, c'est pas un process. Moi j'appelle ça, c'est une façon d'être. Tout à l'heure, Génie a parlé d'art de vivre, c'est une façon d'être, c'est un art de vivre, tout simplement. Et petit à petit, lorsqu'on... Godefroy parlait de langue, d'apprentissage. On apprend cette langue, on est en apprentissage permanent. Et lorsqu'on arrive à insuffler ça, lorsqu'on arrive à un peu incarner ça, de façon humble, ça s'installe petit à petit dans l'entreprise de façon
joyeuse, parce que ça peut être joyeux, un monde d'entreprise finalement, même si c'est très violent, mais ça peut être très joyeux lorsqu'il y a les accords de tout le monde, lorsqu'il y a de la collaboration, lorsqu'il y a de la coopération. Mais il y a tout ce travail en amont dont a parlé Godefroy et qui peut être très long. Alors, art de vivre, moi je veux bien, mais on est en entreprise, donc à quoi ça sert finalement? Voilà. Concrètement, la communication non violente, à quoi ça sert en entreprise? Geneviève, Godefroy, Stéphane? Pour moi, la communication non violente sert à quelque chose de très important. Très très souvent, et vous le verrez sur un schéma, si on vous dit problème, quelle est votre prochaine pensée? C'est le mot solution. Et moi, je vois dans mon expérience que le mot solution est un piège. Que si nous avons un problème en groupe et quelqu'un dans le groupe a la langue bien pendue et trouve une solution à proposer et les autres sont acheteurs, c'est là où le prix commence. C'est parce que les gens ne sont pas consultés, ne sont pas inclus, ne sont pas partie du groupe et tant bien que mal, on met en œuvre cette solution. Et petit à petit, on commence à se rendre compte que les gens qui n'ont pas contribué à la solution commencent à vivre du ressentiment. Et on dépense énormément d'énergie à réparer des relations. Donc nous, on propose de faire l'inverse. De créer des relations de qualité en amont. Dès que l'on dit solution, dès qu'on dit problème, pardon, on dit la solution, c'est pour plus tard. Et on s'occupe l'un de l'autre. Qu'est-ce que ce problème te fait? Qu'est-ce que sa solution t'apporterait? Et finalement, l'importance de la connexion commence à descendre et tout le monde qui est concerné, toutes les parties prenantes, se disent « Ah, maintenant j'ai envie de trouver une solution ». Et on trouve une solution qui est bonne pour chaque personne dans le groupe. Et ce sont des solutions qui tiennent dans la durée. Et ça, c'est un avantage énorme pour moi quand on utilise ce processus de communication consciente. Alors avant de voir peut-être comment ça marche, j'ai senti quelques remous dans la salle. Peut-être que quelqu'un veut intervenir sur ce qui a été dit. Exprimez-vous. Alors Geneviève? Oui. Moi, dans les apports que je vois en entreprise, c'est une autre lecture. Une autre lecture des gens, des réactions. Je donne un exemple. Quand quelqu'un critique, c'est un truc qui m'énerve. Mais quand quelqu'un critique, finalement, il est en train d'exprimer un besoin. Et il va l'exprimer de façon peut-être pas très positive. Donc aujourd'hui et même hier, quand j'étais effectivement dans l'entreprise, en interne ou en externe, je lis sans que la personne me dise, ou j'essaie de lire et je lui propose des pistes sur « Ah ok, en fait vous auriez besoin de reconnaissance, appartenance, plus de considération. » Et en fait, ce qui est déjà absolument extraordinaire, c'est que de nommer ça, et je vois ce côté clarification, prise de conscience, la personne s'apaise. Donc, en fait, et on n'est même pas en train de répondre à son besoin de le nourrir, c'est juste de le nommer, de le formaliser. Et dans le fond, ça, c'est déjà quelque chose qui fait baisser la tension, là, plus loin, tension, dans les entreprises, dans les équipes, au niveau des dirigeants, qui sont souvent des gens extrêmement engagés, qui bossent énormément. Et donc, on baisse la tension, probablement on baisse le niveau de conflit, pas tous. Mais ça, c'est super essentiel et on augmente cette forme de bien-être et de dire oui, l'entreprise peut être aussi un chouette endroit. Deuxième aspect que j'adore, c'est effectivement, si on est OK sur le besoin, et en lien là-dessus, c'est l'ouverture en termes de créativité. Et créativité, pour moi, c'est aussi innovation. C'est-à-dire que les gens ne vont plus se battre là-dessus puisqu'ils sont OK sur un niveau qui est un niveau supérieur. Et pour moi, une entreprise qui n'est pas créative, qui n'est pas innovante aujourd'hui, c'est clair, elle meurt assez rapidement. Et la créativité, elle passe par les humains. Je me demande s'il ne faut pas faire un petit détour par les besoins et la notion de besoin dans la communication non violente qui est importante pour que l'auditoire comprenne, peut-être. C'est un mot de jargon, CNV, le besoin. Ce n'est pas un petit besoin, un grand besoin, ça c'est un autre jargon.
Et nous, on définit les besoins en testant si le besoin énoncé répond à des critères. Donc d'abord, si j'émets un besoin, ce besoin est universel. C'est un besoin dans l'expérience de 7,5 milliards de personnes. Si j'exprime un besoin, il n'est pas un bon besoin ou un mauvais besoin, le besoin est neutre. Et le besoin n'est pas attaché, triplement non attaché. Le besoin n'est pas attaché à quelqu'un en particulier. Donc, j'ai besoin de toi, chérie, ça ne marche pas. Si chérie fait quelque chose pour moi, ça répond à un de mes besoins. Mon besoin de soutien, mon besoin de collaboration, mais quelque chose que tous les autres êtres humains sur la planète ont. Et il y a la plupart des gens sur la planète qui ne connaissent pas ma chérie. Donc voilà. Donc ma chérie n'est pas un besoin. Nous n'avons jamais un besoin qui est attaché à quelque chose. J'entends, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une tasse de café, j'ai besoin d'une maison. Tous ces objets contribuent peut-être pour nous à satisfaire des besoins. Mon besoin de mobilité, mon besoin de plaisir, mon besoin d'abri, mais la chose elle-même n'est pas un besoin. Et dernièrement, c'est l'action. On dit parfois, j'ai besoin que tu me cherches un verre d'eau, quelque chose comme ça. Un verre d'eau peut être un besoin parce que c'est mon besoin d'hydratation, mais que tu cherches mon verre d'eau, ça c'est pas un besoin. Ça c'est ma stratégie préférée. Et nous parlerons souvent de cette distinction, cette différenciation clé entre un besoin, 36 000 solutions, avec l'un ou l'autre des 7,5 milliards sur la planète qui peuvent y contribuer, y compris moi-même, et ce que je préfère. Et ce que je préfère est souvent la cause de beaucoup de conflits. Est-ce que nous pouvons aller plus loin et voir quel est le besoin qui est nourri par ce que je préfère, qui ouvre le champ à toute cette créativité qui nous permet de faire autre chose. Alors, est-ce que c'est facile, Stéphane, à mettre en œuvre dans une entreprise? Non, c'est compliqué. C'est compliqué déjà. Moi, je suis le dirigeant de l'entreprise, donc il y avait déjà moi, déjà à comprendre, à apprendre. On a des masques, on a des masques tous. Enfin, moi, j'avais beaucoup de masques. Donc il a fallu que j'enlève tous ces masques, que j'accepte d'enlever tous ces masques devant mes salariés. Ouais, tout ce travail-là, qui n'est pas automatiquement lié à la CNV, mais voilà, ça en fait partie. Et après, il y a l'apprentissage de cette langue. Et je n'ai pas fini. J'ai commencé à l'apprendre. On m'a dit que je changeais, qu'ils n'étaient pas rassurés, ça n'allait pas. Donc j'ai été plus doucement. Parce qu'on met du changement en route, et puis c'est pas du petit changement là, c'est pas un changement de technologie, c'est un changement, on change carrément de paradigme. Et on se pose la vraie question, le pourquoi. Et j'ai eu la chance d'avoir une collaboratrice qui a fait un stage. Je lui en avais parlé, et elle a très vite mordu, on va dire à l'hameçon. d'elle-même. À titre personnel, à elle titre n'avait personnel. Et j'ai eu cette chance-là et j'ai pu... Donc, ça faisait 2 personnes dans l'entreprise et ça a insufflé un nouveau souffle. Je me suis beaucoup appuyé sur elle et petit à petit, les gens ont posé des questions. Mais pourquoi vous faites... Pourquoi ça les... Au bout d'un moment, je dirais, les gens, ça les attire aussi. Parce que on résout les conflits. Enfin, c'est pas qu'on résout les conflits. On a plus de clarté, plus de lucidité sur le conflit qui va amener de la collaboration, la coopération. Mmh. C'est ça surtout. Et donc, dans nos rapports entre salariés, moi avec mes salariés, avec les clients, etc., donc on voit qu'il y a un peu plus de bien-être, globalement, qu'on est mieux. Mmh.
C'est pas que il y a une énergie bienfaisante. Alors, ça me fait penser à une question. Est-ce que vous l'avez mis en place parce qu'il y avait des situations de crise que vous vouliez gérer différemment? Et vous aussi, Godfrey, est-ce on a fait appel à vous, je ne sais pas, dans une entreprise pour gérer des situations de crise ou simplement pour mettre en œuvre un paradigme, comme vous disiez, nouveau dans une entreprise? Non, des situations de vraie crise où, par exemple, une grosse société américaine avait mis dehors du vendredi au lundi le 6e directeur en importance. Et c'était très difficile pour le personnel. Il y avait 200 personnes qui ont vu cela et se sont posé la question, est-ce que c'est moi la charrette suivante? Donc la société a fait appel à moi. J'étais devant le directeur général, le contrôleur financier et la personne qui dirigeait les ressources humaines. Et à un moment donné, je cite un poète soufi que j'aime beaucoup, qui dit « Il y a une prairie au-delà de qui a tort et de qui a raison, je vous y donne rendez-vous ». Alors ce soir, je répète cette phrase pour la 1000e fois, et donc je n'ai pas pleuré, je n'ai pas eu un couac dans la voix, mais là oui. Et je me suis dit, maintenant ils savent à qui ils ont affaire. Et s'ils ne veulent pas un pleurnichard qui vient écouter leur personnel, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Et quelques minutes après, le directeur général me dit « Et combien vous demandez ?» Et j'ai dit « En fait, moi, je ne demande pas. Ce que je reçois habituellement, c'est tant. Et j'aime bien que si vous dépensez cet argent, vous avez l'impression de recevoir un cadeau de cette valeur-là. » Il a dit « C'est à peu près le double de ce que nous donnons à nos consultants habituellement, c'est bon. » Et je me suis dit que là, il a vu qu'il y avait quelque chose de plus important que les larmes apparentes. Il y avait quelque chose qui l'attirait parce que je pense qu'il voyait dans cette vulnérabilité une force pour son personnel et pour sa société. Donc, pour moi, les situations de crise sont les meilleures. Et quand je travaille au Sénégal dans le cadre de la guerre civile, depuis 2006, là, la crise est très grave. Il y a des gens qui marchent sur des mines terrestres une ou deux fois par semaine. Il y a des gens qui manient la Kalachnikov très mal, mais avec l'arrosage des balles, il y a quelqu'un qui ramasse une balle. Et donc, il y va de la vie des gens, souvent. Et dans ces cas-là, quand je vois un rebelle qui serre la main à un rebelle qu'il a détesté pendant 30 ans, je me dis « Waouh, ce processus est quand même puissant ». Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il nous reste 12 minutes d'intervention. Alors peut-être que vous avez envie de prendre la parole et de nous poser des questions. Ah, alors, j'arrive. Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, parce que j'imagine que c'est des processus qui se mettent en œuvre dans l'entreprise. Si il y a un couplage avec d'autres processus de gestion de stress parce que c'est de ça dont il s'agit finalement. C'est aussi beaucoup le stress en entreprise. Donc, si vous mettez en place ce genre de... La plupart de mes engagements à la Commission européenne, c'est la gestion du stress. Parce qu'une fois que la personne stressée et qui est en voie vers peut-être une dépression, vers peut-être un burn-out, vers peut-être un suicide, une fois que la personne commence à se rendre compte qu'elle a le pouvoir de s'occuper de ses besoins, elle n'est pas en dépendance par rapport à qui que ce soit, les choses commencent à changer. Une question en haut de la salle? Oui, donc Nicolas Berriot, j'ai travaillé longtemps chez Airbus et en fait, dans la gestion de projet, on se rend compte que l'humain disparaît au profit de mécanismes avec les gens qui sont censés servir ces processus de façon interchangeable, quelle que soit la personnalité des gens. Il faut passer par une étude préalable, recherche d'identification des problèmes. On extrait les gens du processus pour arriver à une solution, un peu comme ce que vous précisiez au départ. Donc,
quand on n'est pas en situation de crise, mais dans un changement de mentalité d'entreprise, on se rend compte que ces sociétés d'ingénieurs, en fait, elles sont un peu à côté de la plaque. Enfin, c'est mon sentiment. Moi, je pense avoir vu fonctionner IBM comme ça, où j'ai passé 11 ans de ma vie dans un programme qui s'appelait la communication efficace. Et à l'époque où j'étais là, IBM pensait qu'il était possible de communiquer rationnellement. Je pense qu'IBM sait que ça n'est plus possible. Qu'être rationnel, c'est une partie des talents qu'il faut. Il y a l'autre partie qui est de vivre l'humanité en soi et dans les autres. Et d'avouer que c'est là, que c'est assez insaisissable et que c'est d'une importance capitale pour créer des relations de qualité, le fondement de la prise de décision qui tiennent la route. Oui, bonsoir. Je suis ici. Ah là, merci beaucoup. Voilà. On a souvent des exemples de chefs d'entreprise qui montrent comment ils ont pu défendre des arguments de ce type-là. Merci de nous montrer comment vous allez discuter avec vos collaborateurs, essayer de déployer cette structure, cette façon de penser. Ma question, elle concerne le collaborateur qui, lui, est convaincu qu'il faudrait utiliser la communication non violente. Et la question, c'est comment faire pour convaincre son chef de cesser de lui parler comme un chien. Si son chef, manifestement, a appris la communication dans une école pour chiens. Et là, on apprend l'obéissance. Et s'il croit à l'obéissance, quelqu'un va se casser la figure à un moment donné. Et je me dis que si je suis un employé et je voudrais que mon patron parle le langage fondé sur les besoins, moi, je vais me casser la figure. Je peux très, très difficilement me changer moi, et je ne peux pas changer qui que ce soit d'autre. Jamais. Donc, si je cherche à changer mon patron, je suis comme le patron qui, lui, a un objectif, qui fait qu'il communique avec violence, et moi, je communique avec violence parce que je voudrais que mon patron soit non violent. Ça ne marchera pas. Je pense que la seule chose qui peut marcher un peu, c'est de voir le changement qui s'opère en soi, que d'autres constatent. J'ai vécu ma formation à la communication non violente quand j'étais à l'OTAN, et les gens me disaient « Godfrey, t'as changé ». Sinon, je ne parlais pas du tout de ce que j'apprenais. Et quand j'étais devant « Godfrey, t'as changé », je disais aux gens ce que j'apprenais. L'importance de ce qui est en dessous, de ce qui est en dessous, de ce qui est en dessous, c'est-à-dire mes motivations profondes. Et là, quelques personnes se sont intéressées par la suite, mais je pense que c'est comme prêcher la bonne parole, ça ne convertit personne. Godfrey, est-ce que ça veut dire qu'il faut d'abord que ce soit les managers qui impulsent la communication non violente? Absolument. Moi, j'ai vu cela dans les écoles. Très gentiment, la direction de l'école dit « Nous allons introduire la communication non violente dans nos classes pour diminuer la violence entre les élèves. » Mais nous, on est là au-dessus en disant aux élèves ce qu'ils doivent faire. Et donc, les élèves ont un langage apporté par le formateur, 2 ou 3 heures tous les lundis pendant 10 semaines. Et puis, il y a la réalité de la violence ambiante. Je pense que si la direction apprend la communication non violente, les professeurs ont envie d'apprendre la communication non violente, les enfants auront envie d'apprendre aussi. Mais imaginez que ça va passer de bas en haut, c'est possible, mais moi je ne l'ai jamais vu faire. Et donc moi j'aime bien l'idée de l'éthique orbitale. Donc à imaginer que le chef c'est le soleil, les rayons émis par le soleil influencent les planètes qui sont en orbite autour, et pas le contraire. Et donc c'est très très important pour les chefs d'entreprise de prendre conscience de leurs intérêts à long terme et de ne pas être des rois de France ou des machins en Russie, là, les tsars de Russie. Ça ne marche pas. Ça marche un petit temps. Mais... Godfrey, il y a beaucoup d'autres questions, donc... Bonsoir. Bonsoir. Je vous interromps non violemment.
Est-ce que vous pensez que là, on voit émerger quand même de nouvelles races d'entreprises, je dirais, nouvelles typologies, on entend beaucoup parler d'entreprises libérées, on entend beaucoup parler de, voilà, à travers notamment les startups, des nouveaux modes de fonctionnement qui sont, on vous dit, basés beaucoup sur l'échange, la confiance, le partage, la responsabilisation des individus. On en a quelques-unes dans la région d'ailleurs, Absolument, des Poult et autres. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'elles ont déjà dans leur ADN, dès leur naissance, quelque chose de l'ordre de cette communication non violente? On avait cela il y a 30 000 ans aussi, mais on a décidé autrement. Et quel est le risque qu'elles basculent? Alors j'espère que je pressens la bonne réponse, mais quel est le risque qu'elles basculent en grandissant beaucoup? En grandissant beaucoup, en devenant Qu'elle bascule en quoi? Dans quelque chose de plus classique, je dirais, dans leur fonctionnement. À savoir, tant qu'on est petit, on fonctionne bien comme ça, et dès qu'on devient très très grand, on peut perdre. D'accord. Voilà. Je ne peux pas prévoir l'avenir, mais ce que je peux sentir, c'est que la masse critique est en train de se constituer. Et que Marshall, du temps de son vivant, il disait au début, dans les années 70, je pense que je ne verrai pas la constitution d'une masse critique de gens qui mettent les besoins au cœur de leur communication. Il a dit, je crois que ce sera dans plus longtemps que cela. Vers la fin de sa vie, dont malheureusement il est mort assez jeune, à 78 ans, je crois, quelque chose comme ça, il disait, peut-être je vivrai assez longtemps pour voir ça. Et je pense que ce qui arrive quand il y a un mouvement de changement, il y a une résistance. Les gens freinent des quatre fers pour dire non, non, pas ça, ça va être la débandade, on ne va pas y arriver, il faut que les choses se fassent et que l'on donne des ordres et que les gens obéissent. Bon, je crois qu'il y a ça aussi. Et je pense qu'en même temps qu'il y a une réelle tendance vers plus d'inclusion, vers plus un dirigeant sur chaque chaise dans l'entreprise, avec chacun qui a quelque chose d'unique à contribuer et pas juste obéir. Je pense que c'est la faiblesse du dictateur. Il ne fait confiance à personne. Donc tout passe par là. Et c'est assez pauvre à comparer avec 150 têtes qui peuvent être consultées avant de mettre en œuvre une décision. Dans le même esprit, est-ce que du coup on peut imaginer ce type de fonctionnement dans une multinationale? Oui, absolument. Moi, j'adore avoir appris il y a 2-3 ans que le patron actuel de Microsoft, qui est un Indien, son nom commence avec S, Sané ou quelque chose comme ça, il a donné aux 900 managers les plus élevés dans son entreprise un exemplaire du livre de Marshall Rosenberg. Et j'adore entendre ça, parce que Microsoft est vu comme une grande, méchante société. Et je me dis, là, il y a quelque chose qui s'infléchit. Et je suis en lien avec un employé de Microsoft qui fait un doctorat sur la communication non violente en entreprise. Et je me dis, yeah! Bonsoir. Est-ce que la communication non violente, est-ce que la communication non violente est compatible finalement avec la hiérarchie en entreprise? C'est très intéressant ça. Je pense que la hiérarchie peut être envisagée autrement. Moi, j'adore le manager qui est responsable de ses collaborateurs. Ça, c'est autre chose. Je n'adore pas tant le manager qui est comme mon père, dont la voix s'entend à 1,5 km de l'usine. Je ne pense pas que ça donne les résultats escomptés par la personne qui hurle et qui reflète son insécurité. J'ai l'impression qu'un manager qui est bien dans sa peau, bien ancré dans la terre, les genoux légèrement fléchis, les épaules vers le bas et pas comme ça. Vous voyez des gens qui prennent la parole, parfois ils font comme ça. Mais on est très faible quand on fait comme ça. Regardez un Japonais qui prend la parole, il fait ça et ça. Et là, il est immuable. Et je pense que nous allons vers des managers qui ont plus de conscience de ce que chacun peut contribuer.
Et je pense que l'arrière-garde va petit à petit céder la place à des passionnés d'entreprise, passionnés de la relation humaine. Avant de connaître Marshall Rosenberg, moi je disais souvent, plus je rencontre d'êtres humains, mieux j'aime mon chien. Et je ne dis plus ça maintenant. C'est une immense joie d'aimer les êtres humains, dans toute leur turpitude, leurs difficultés de vie, leurs blessures d'enfance, les horreurs qu'ils commettent. Je me vois aimer de plus en plus les êtres humains. Bonsoir, Godfrey. Dites où vous êtes, ou montrez-moi où vous êtes. Ah, je suis par là. Bonsoir, Godfrey. Merci. Merci pour votre exposé. Serge, consultant et coach. Alors, j'ai une question, parce que vous avez tout à l'heure expliqué quelque chose qui m'interpelle. Quand vous avez expliqué, et ça se tient, hein, que le changement en entreprise doit venir d'en haut et ensuite voilà, impacter par le bas. Depuis l'année dernière, je suis rentré sur le continent africain et avec d'autres collaborateurs sur d'autres pays. Vu la situation que tout le monde connaît un peu et le fait qu'en haut, le leadership n'est pas très éclairé, notre cheval de bataille, c'est de travailler plutôt à une masse critique en partant de la base, notamment des jeunes qui représentent 60 à 70% de la population et qui sont très réceptifs et vraiment acteurs du changement qu'ils veulent voir. Or, si je vous ai bien suivi, apparemment, c'est voué à l'échec, partir du bas. C'est seulement dans mon expérience. Et j'adore l'idée de mener une expérience avec le grand nombre, comme je pense que vous faites, parce que peut-être le grand nombre peut exercer une influence sans un retournement de pouvoir, où il faut absolument se mettre en guerre contre le pouvoir existant pour apporter un autre type de pouvoir. Moi, j'ai beaucoup d'espoir que votre projet aboutira. Et si je prends, pardonnez-moi, juste l'exemple de la salle de classe, pour sortir du côté l'échelle d'une nation qui est très ambitieux, j'ai travaillé avec des jeunes qui sont très réceptifs à ces outils ou aux nouvelles idées. Si on arrive à impacter ces jeunes, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut se ressentir à un moment donné chez le professeur qui va être amené peut-être à se remettre en cause à ce moment-là? Oui. Oui, j'adore entendre ça. C'est très émouvant pour moi d'entendre ça et j'adorerais voir une immense réussite où ceux qui sont au pouvoir, qui exercent le pouvoir sur, se disent ce que je fais pourrait avoir plus de sens si moi je collaborais avec la base. Et c'est ça le manager que j'aime bien imaginer, le manager qui est responsable de la base. On va prendre une dernière question et peut-être qu'après on se dirigera vers le buffet. Vous devez commencer à avoir faim. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, étant moi-même multiculturelle et au travers de vous, vos expériences, est-ce que vous avez le ressenti que quand même il y a un aspect culturel ou une réticence de certaines cultures pour adopter ce genre de communication? La raison pour laquelle je dis ça, c'est que moi j'ai fait mes études aux États-Unis et il y a quelques années de ça, n'est-ce pas? Et on parlait déjà, même dans les cours de management, on nous communiquait déjà ce mode de fonctionnement. Et j'ai également fait des études en France où c'était tout l'inverse. Alors est-ce que vous avez peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose aussi de culturel dans la façon dont les personnes abordent ce type de communication? Je pense que nous sommes tous capables d'apprentissage. Quand j'ai rencontré Marshall pour la deuxième fois, c'était à La Rochelle. Il a fait un jeu de rôle avec moi ayant 6 ans, et lui, mon père. Donc il a commencé, comme il devait commencer, à m'insulter rondement. Et il a dit, comment tu te sens quand je te parle comme ça? Et j'ai croisé les bras, j'ai dit, moi j'ai pas de sentiments. D'abord, je suis un homme et en plus je suis anglais et nous, on n'a pas de sentiments. Alors il dit, ah ça c'est très intéressant pour moi d'entendre ça.
Et puis ce salaud a commencé à me donner de l'empathie. Et dans les 5 minutes, je sanglotais. J'ai regardé autour de la pièce. Il y avait 18 participants et je voyais des larmes qui coulaient partout. Et je me suis dit, tu sais quoi, Godfrey? Peut-être tu as des sentiments. Et depuis lors, je pleure. Donc voilà. Et on fournit les mouchoirs. Et je me souviens de Marshall qui disait qu'il rêvait d'un monde où les 7,5 milliards, c'est un peu moins à cette époque-là, pleurent tout le temps. Toutes les larmes de leur frustration, de leur tristesse, de leur colère, et toutes les larmes de leur joie. Alors, je ne voudrais pas être violente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, parce que je vais me faire reprocher des choses. Je vous ai vu. Oui. Faire l'exercice de la communication non violente en entreprise, ça suppose de s'arrêter un petit peu, de faire des pauses et d'avoir même quelque part de développer une certaine intériorité. Et c'est pas toujours le cas en entreprise. Alors on commence par quoi concrètement? Par la pause café? Je viens de donner 50 jours dans une entreprise qui fabrique des engins de taille en acier, en diamant, etc. Et c'est effectivement très, très difficile pour les managers de se rendre compte que l'intériorité n'est pas un luxe, c'est indispensable. Parce que comment est-ce que je peux faire un aller vers un de mes employés, un de mes collaborateurs, si je n'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur et je suis juste braqué résultat. Les résultats les meilleurs viennent après une connexion profonde, humaine, avec tous les employés. Et les gens, pendant que je donnais ces 50 jours, c'était une période de 5 mois, commençaient à voir des résultats. Parce que leur attitude changeait envers leurs collaborateurs et donc le collaborateur répondait autrement. Et je pense que parfois les gens sont très sceptiques parce que ça met longtemps. Et moi je dis toujours qu'il y a une garantie avec le produit, que si à votre 3e incarnation c'est toujours difficile, on vous rembourse vos frais de formation. Ce sera le mot de la fin, à moins qu'il y ait une question encore. En tout cas, merci Godfrey, merci Stéphane, merci Geneviève. Merci à vous pour votre attention et l'intérêt que vous avez porté à la CNV. Merci aussi, bien sûr, aux équipes techniques du muséum. Nous vous invitons à rejoindre le buffet et vous pouvez, bien sûr, continuer la discussion, si vous le souhaitez, et le débat avec donc nos 3 intervenants qui sont à votre disposition autour d'un verre. Ce sera agréable aussi. Merci.